Soyez les bienvenus dans Économie Le Max sur i24 News. Voici les titres de cette édition. De l'argent, il y en a, des projets grandioses, cela ne manque pas. Mais au Qatar, on a de plus en plus de mal à masquer les graves carences en termes de droits de l'homme. Nouveau scandale ces derniers jours après la mort de 44 travailleurs népalais, victimes de ce qui s'apparente à de l'esclavage. On en parle dans quelques instants avec notre invité, Paul Dietschi. Et puis autre dossier aujourd'hui, nous irons en Égypte pour un constat sans appel des conséquences de l'instabilité politique sur le secteur du tourisme. Avec, vous le verrez, un défi pharaonique pour les dirigeants du Caire. Comment convaincre les voyageurs étrangers qu'ils sont en sécurité sur les sites historiques? Rendez-vous dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Un point d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique du jour et on s'achemine peut-être vers une situation insolite aux États-Unis puisque des centaines de milliers de fonctionnaires ne savent toujours pas s'ils se rendront à leur travail demain. Ce lundi est tout simplement l'ultime journée pour trouver un accord entre les parlementaires sur un budget provisoire. Et faute d'accord avant minuit, eh bien c'est la paralysie pure et simple, la fermeture qui guette l'État fédéral. 800 000 employés fédéraux pourraient être mis en congé sans solde. Barack Obama évoque un acte d'automutilation et accuse le camp républicain de vouloir prendre l'État en otage pour des motifs idéologiques. Au cœur du problème, la loi sur la santé voulue par le président américain. Les États-Unis ne se mettront pas en banqueroute. Personne en Amérique ne serait aussi stupide. Nous avons besoin des États-Unis et il y aura un accord au dernier moment. Peut-être pas cette semaine, mais avant le 17 octobre, parce que l'économie mondiale ne peut se permettre une faillite des États-Unis. Donc pour moi, tout cela est du badinage politique. Supprimer 15 000 emplois pour consolider un programme d'économie de 6 milliards d'euros. Le géant allemand Siemens dit avoir déjà trouvé un accord avec les syndicats sur environ la moitié de ces suppressions de postes qui concernent surtout l'Allemagne. Au total, Siemens réduit ses effectifs de 4%. Le groupe compte actuellement 370 000 salariés à travers le monde. Alors officiellement, il n'y aura pas de licenciement sec, mais des départs naturels ou volontaires. La mondialisation n'épargne pas non plus Siemens. Tout le monde doit être mince et athlétique, économiquement parlant. Et si Siemens économise autant, ce sera mauvais pour l'emploi, mais bon pour les profits. Voilà, et puis autre restructuration au Japon, cette fois Toshiba, 200 000 salariés, va réduire de moitié les effectifs de son activité de téléviseur pour sous-traiter davantage. La société fait face à la faiblesse de la demande en Europe et au Japon et à la concurrence des Sud-Coréens LG et Samsung. Et toujours concernant le Japon, cet indicateur peu rassurant, la production industrielle y a ralenti de 0,7% en août sur un mois. Pour les autorités, c'est juste un accident de parcours qui touche essentiellement l'automobile et les semi-conducteurs. Tokyo estime que la production continue à montrer des signes de reprise et les professionnels s'attendent, eux, à un très net rebond, plus 5,2% pour le mois de septembre. Et puis signalons tout de même cette forte chute, moins 2,06% pour le Nikkei à Tokyo. Ce matin à la clôture, Tokyo qui, comme la plupart des grandes places financières, s'inquiète de la situation aux États-Unis et de l'énième crise gouvernementale en Italie. Et puis autre indice, toujours en Asie, l'indice PMI manufacturier chinois, principal outil d'estimation de l'activité du pays. C'est aussi l'un des baromètres de la santé de l'économie mondiale. Les chiffres définitifs sont tombés. Alors ils sont certes au-dessus des 50 points qui marquent la limite entre contraction et expansion de l'activité. Mais avec 50,2 contre 50,1 au mois d'août, eh bien on est nettement en dessous de l'estimation flash de ces derniers jours qui tablait sur un score de 51,2. À noter que les nouvelles commandes de l'étranger ont progressé pour la première fois en 6 mois. Il était une fois un pays où tout semblait aller pour le mieux du monde, un îlot de pétrodollars au milieu d'un océan d'instabilité, de crise économique. Et puis un beau jour, le charme se rompt et on découvre que derrière les gratte-ciel étincelants se cache une réalité bien plus obscure, la condition des travailleurs étrangers. Alors ce pays, c'est le Qatar, l'émirat dont tout le monde parle. Nous vous montrons aujourd'hui que l'édification de cet empire financier passe aussi par l'exploitation de la misère humaine. Certains n'hésitent pas à parler d'esclavage. Johanna Citruc. Des accusations inquiétantes. Selon The Guardian, 44 ouvriers népalais seraient morts sur des chantiers au Qatar entre le 4 juin et le 8 août dernier. Des chantiers lancés en vue de la Coupe du monde de football que Doha doit organiser en 2022. L'an dernier, plus de 100 000 Népalais sont déjà arrivés dans l'Émirat. Le Qatar pourrait recruter jusqu'à 1,5 million de travailleurs étrangers supplémentaires pour construire les infrastructures nécessaires au mondial. Principalement des stades, des routes et des hôtels. Les gens ont tendance à se précipiter sur des offres d'emploi à l'étranger.
sans avoir plus d'informations que ça, sans rien savoir même des conditions de travail. Des conditions de travail très dures. Les Népalais, qui représentent environ 40% des travailleurs immigrés de l'Émirat, sont exploités. Le quotidien britannique parle d'esclavage moderne et ce problème est loin d'être récent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On en parle maintenant à cause de la Coupe du Monde et à cause du Qatar. Mais généralement, c'est un problème qui existe depuis longtemps et qui est terrible. Il n'y a aucune réelle réponse internationale à ce problème. Pire encore, cette situation ne semble pas cantonnée au Qatar, mais généralisée à l'ensemble des pays du Golfe. Dans cette région, les travailleurs étrangers sont généralement rattachés à une sorte de garant, un particulier, une entreprise ou encore une administration. Ce garant contrôle le salaire, le temps et les conditions de travail du migrant. Mais il détient aussi son passeport et récupère une partie de ses revenus. C'est ce qu'on appelle le système de la kafala. Nous avons affaire à une situation dans le Conseil de coopération du Golfe où les travailleurs immigrés sont plus ou moins les esclaves modernes. Ils sont surchargés de travail, sous-payés et ils n'ont aucun droit. Une situation pour le moins paradoxale. Les pays du Golfe maltraitent les travailleurs immigrés dont ils ont pourtant besoin pour dynamiser leurs économies. Trop peu peuplée, cette région ne dispose pas d'assez de main-d'œuvre. Reste à savoir si le Qatar et ses voisins profiteront de ces révélations pour mettre en place une réelle législation pour le travail des populations immigrées. Des lois nécessaires pour ne pas ternir une image de marque encore fragile, mais aussi éviter à Doha tout risque de perdre l'organisation de la Coupe du Monde. Ces derniers jours, la FIFA s'est dite très préoccupée par ces révélations. Alors de là à revenir sur l'attribution au Qatar de l'organisation du mondial, on n'en est pas encore là. On va en parler en tout cas avec Paul Dietschi qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour. Alors vous êtes historien et sociologue spécialisé dans le domaine du sport et vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Besançon. Alors on vient de le voir, les conditions de travail sur les chantiers au Qatar sont bien souvent cruelles pour les travailleurs étrangers. Y a-t-il des précédents de ce type, que ce soit pour une Coupe du Monde ou pour des Jeux Olympiques ? Alors pour les Coupes du Monde, il y a déjà eu des questions qui ont été posées lors de la Coupe du Monde sud-africaine. Pas tellement pour des questions, disons, de conditions de travail, mais plus pour des questions de salaire. En 2009, les 70 000 ouvriers qui étaient affectés au chantier de la Coupe du Monde ont quand même fait grève. Ils touchaient $2 par jour. Donc ce n'est pas la première fois qu'un tel problème se pose et que la FIFA doit faire face quand même à ce qui peut être une campagne d'opinion. Donc là, vous parlez de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, en 2010. Tout à fait. Voilà. Alors vous connaissez bien les procédures d'attribution des grands événements sportifs internationaux. Comment des pays en délicatesse finalement avec les droits de l'homme peuvent-ils organiser ces grands rendez-vous et comment en 2013 aucun moyen visiblement ne permet d'empêcher ces pratiques? Alors c'est lié au sport international, c'est-à-dire le sport international suppose que l'on peut jouer contre tout le monde, quel que soit le type de régime politique, quelle que soit la question des droits de l'homme. Et depuis l'histoire du sport, c'est ce qui se passe. Donc une fédération comme la FIFA, si on prend les statuts de la FIFA, il y a un certain nombre de clauses dans les statuts qui portent plutôt sur la question de la discrimination raciale, de la discrimination religieuse, etc. Mais c'est essentiellement dans le domaine du jeu, dans le domaine du football. On ne pose pas la question sur un plan plus général qui est celui, évidemment, des lois d'un État. Sinon, peut-être que la moitié des membres de la FIFA auraient à quitter l'organisation. Ouais. Donc on essaie de se placer au-dessus du politique. Alors pourtant, on imagine que c'est de l'argent public qui est investi dans ces projets. Comment vous expliquez ces pratiques, que ces pratiques soient finalement permises et finalement le monde ferme les yeux sur ce qui se passe au Qatar ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que l'attribution au Qatar, elle peut suivre une logique qui a été celle de la FIFA depuis 1974, l'élection d'Avalanche, le Brésilien, qui était celle de diffuser le football dans le monde et donc de faire sortir la Coupe du Monde de l'Europe et de l'Amérique latine. Mais en même temps, évidemment, cette diffusion s'est aussi accompagnée d'un développement de la corruption, avec aussi le fait que l'argent est arrivé massivement dans le football et aussi dans la FIFA. Bon, si bien qu'on a commencé à être moins regardant sur ces questions-là. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que la FIFA, c'est aussi un comité exécutif dont les membres doivent représenter les différents continents.
Et bien évidemment, lorsque vous avez des membres, sans faire de procès d'intention, mais qui viennent de zones du monde où la question de la corruption, la question des droits de l'homme est moins sensible qu'en Europe, par exemple, eh bien forcément, on fait entrer des membres au sein de ce comité exécutif qui peuvent être en délicatesse avec ces questions-là. Merci Paul. Oui. Excusez-moi, donc je vous laisse terminer. Merci Paul Dietschy pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Histoire du football, paru aux éditions Perrin, 607 pages pour tout savoir sur les origines et les évolutions d'un sport dont certains aspects restent, il faut le dire, méconnus. Merci encore à vous. Et on se tourne à présent vers l'Égypte, un pays qui a connu 2 révolutions en l'espace de 2 ans. Autant dire que c'est le chaos qui plane au-dessus des finances de l'État. Un État toujours tenu par l'armée. On le sait, le tourisme fait partie des moteurs du PIB égyptien. Aujourd'hui, c'est sans doute le secteur le plus pénalisé par les troubles. Alors le gouvernement égyptien est face à un casse-tête. Comment relancer cette manne vitale pour l'économie du pays alors que l'instabilité politique et sécuritaire est toujours évidente? Quelques pistes avec ce reportage. Le tourisme égyptien subit un terrible déclin depuis le début du printemps arabe en 2011, au point que le ministère du Tourisme se refuse à avancer des chiffres. Reste que les soulèvements et l'instabilité politique ont vidé les chambres d'hôtel. Celle du Caire notamment, seulement 17% d'occupation en juillet dernier, contre 70% 3 ans plus tôt. Alors que le tourisme représentait 11% du PIB égyptien avant la chute de Hosni Moubarak, les nouvelles autorités repartent à la conquête du marché. Après la répression des frères musulmans, des restrictions ont été imposées. Beaucoup de pays européens, y compris la France, ont mis en place des restrictions de voyage dès la mi-août. Et cela a énormément affecté l'économie. Et le marché s'est effondré de 85% à la fin du mois d'août et au début septembre. Afin de remédier à cette situation, l'Égypte a commandé un audit sur la sécurité de ses sites touristiques, réalisé par un cabinet français indépendant. Objectif, lever les restrictions et convaincre les voyageurs de revenir en Égypte. De nos constatations, il ressort que les dispositifs sont en place, les gens connaissent leur travail, font leur travail, les moyens qui sont déployés sont très cohérents et très bien adaptés à la situation. Et que donc on peut aujourd'hui faire du tourisme avec la meilleure sécurité possible en Égypte. En parallèle de ces efforts en matière de sécurité, l'Égypte a annoncé l'ouverture de nouveaux sites touristiques et une réduction sur les billets d'avion. Egyptair a annoncé la semaine dernière qu'il y aura une réduction de 20% sur les billets réservés à l'étranger, un moyen de revitaliser les ventes de l'entreprise. Cela va continuer jusqu'à la mi-décembre et c'est la décision de nos collègues du département des affaires après avoir étudié la situation sur le marché. Si la sécurité semble s'améliorer, les nombreux revirements de situation de ces 2 dernières années fragilisent encore le secteur touristique. Et la tentative d'assassinat du ministre de l'Intérieur Mohamed Brahim le 5 septembre dernier rappelle que le pays cherche toujours une stabilité et que la violence n'est jamais loin. Et c'est l'heure de retrouver Johanna Citruc pour la revue de presse. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous conter le fabuleux destin d'une petite pomme qui a fini par croquer une petite canette rouge. Oui, alors on commence avec le New York Times. C'est aujourd'hui que l'agence de conseil Interbrand a sorti le classement annuel des marques les plus puissantes qui valent le plus d'argent. Et comme vous l'avez dit, mais de façon beaucoup plus poétique, Apple a détrôné Coca-Cola. Coca-Cola qui était donc sur la première marche du podium depuis 13 ans. Cette année, la marque à la pomme arrive en tête du classement et vaut désormais 98,3 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 73 milliards d'euros. C'est 28% de plus que l'année dernière. Alors la question, c'est à quelle place se retrouve aujourd'hui Coca-Cola ? Alors, la marque de soda n'arrive qu'en 3e position puisqu'elle est devancée également par Google. Google qui a aussi fait un bond par rapport à l'an dernier, plus 34% pour atteindre 93,3 milliards de dollars, c'est-à-dire un peu plus de 69 milliards d'euros. Mais la hausse la plus importante revient à Facebook, plus 43%, ce qui permet au réseau social de passer de la 69e à la 52e position. Alors plus généralement, ce qu'on remarque en observant ce classement, c'est que certains secteurs y sont particulièrement présents. C'est notamment le cas de la
high-tech. En plus de Apple et de Google, on retrouve entre autres IBM, Microsoft, Samsung, Intel ou encore HP. Il y a aussi le secteur automobile avec notamment Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Honda ou encore Ford. Et le luxe est également bien représenté avec Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Burberry ou encore Moët & Chandon. Oui, du beau monde. Alors sur quoi se base Interbrand pour établir ce palmarès ? Alors Interbrand se base sur 3 critères. Le premier, ce sont les performances financières, c'est-à-dire la rentabilité de la marque pour ses investisseurs. Le deuxième, c'est la capacité d'analyse du marché pour pouvoir comprendre un petit peu le comportement des consommateurs, des acheteurs et anticiper les envies de ces acheteurs pour pouvoir créer de nouveaux produits adaptés. Et le troisième critère, c'est la force de la marque pour fidéliser ses clients et donc assurer ses revenus dans le futur. Donc ce sont les 3 critères sur lesquels Interbrand se base pour pouvoir noter et ensuite classer ses marques. Merci Johanna. Donc on rappelle, premier Apple, deuxième Google et troisième Coca-Cola. Exactement. À demain Johanna. À demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'Économie le Mag, demain, même heure sur i24 News avec un gros plan, notamment sur ce vent de panique autour du budget américain. En attendant, l'info continue. Restez avec nous.